Heidegger, le principe de raison, le cours. Chapitre 2, le cercle du principe de raison. Il pourrait être Shine Enie, pensée propre à cette leçon, de considérer quel fil conducteur nous tenons en main et vers quelle région nous conduit notre marche. Le chemin se dirige vers le principe de raison, vers ce qu'il dit, ce dont il parle et la façon dont il en parle. Le principe de raison s'énonce nihil est sine ratione, rien n'est sans raison. Nous n'avons pas abordé le contenu du principe. Tout de suite, notre chemin a quitté cette direction si naturelle du regard. Nous nous sommes demandé au contraire à quelle sorte de proposition appartenait le principe de raison. La philosophie le place au nombre des plus hautes propositions fondamentales, qu'on appelle aussi principes. Alors que nous méditons sur le principe de raison en tant que principe, le fil conducteur suivi tout d'abord nous fait pour ainsi dire longer le principe du dehors. Nous évitons de toucher directement à son intérieur, à son contenu. Ce qui confond la pensée dans ce principe, c'est que le chemin qui le contourne donne déjà à penser en surabondance. Plus tard, nous apparaîtra si nous avons bien fait de choisir cette méthode, c'est-à-dire dans quelle mesure elle nous rapproche malgré tout de la substance propre du principe, et peut-être même nous en rapproche-t-elle plus vite que si nous tentions dès maintenant d'en examiner le contenu. Aussi préférons-nous ne pas lâcher trop vite le fil que nous avons saisi au cours de la première leçon. Il va nous conduire à un point de vue d'où pour la première fois nous apercevons plus nettement sous quelle figure et apparence le principe de raison se présente dans le champ de la pensée occidentale. Ainsi ferons-nous une première connaissance avec le principe de raison en tant que principe. Cette première connaissance nous ouvrira une vue sur notre rapport habituel au principe. En même temps, une lumière tombera sur nous-mêmes et sur notre façon courante de penser. Il pourrait alors arriver que le principe de raison ainsi considéré nous fournisse certaines informations sur notre propre être sans que nos recherches fussent dirigées sur nous-mêmes. Que nous le sachions ou non, que nous soyons ou non attentifs à ce que nous savons partout lors de notre séjour dans le monde, lors de notre voyage sur Terre, nous sommes en route vers les raisons et vers le fond. Nous sondons tout ce que nous rencontrons, et souvent d'une façon toute superficielle, mais parfois nous nous aventurons vers les bas-fonds et, assez rarement, jusqu'au bord même des abîmes de la pensée. Mais les assertions qui sont émises sur ce qui nous entoure et nous concerne, nous exigeons qu'on les fonde. Sonder et fonder caractérisent nos démarches. Pourquoi en est-il ainsi? N'est-ce pas là qu'un simple fait, indigne d'occuper notre attention? Le monde et la vie suivent leur cours, sans que nous pensions au principe de raison. Toutes nos démarches sont animées par ce besoin de sonder et fonder de quelque manière. Mais uniquement et justement parce qu'elles sont animées de la sorte, nous pouvons aussi demander pour quelle raison tout notre comportement est-il tel qu'il sonde et qu'il fonde. La réponse à cette question est détenue par le principe de raison. Il détient la réponse, mais il ne la livre pas. Au contraire, il la cache dans ce qu'il dit. Sous sa brève, le principe de raison s'énonce. Nihil est sine ratione. Rien n'est sans raison. Ou sous cette forme affirmative, tout ce qui est, de quelque manière, a nécessairement une raison. Ce que le principe dit se comprend sans explication. Nous sommes d'accord avec ce qu'il énonce. Mais ce n'est pas seulement parce que nous pensons que jusqu'ici le principe a toujours été confirmé et qu'il le sera toujours à l'avenir. Nous sommes d'accord avec le principe de raison parce que, comme on dit, nous avons en nous le sentiment sûr que le principe lui-même doit être vrai.
Mais il suffit que nous accordions au principe de raison sa validité d'une manière aussi vague, ou bien l'accorder ainsi, n'est-ce pas en vérité contrevenir grossièrement au principe lui-même? En tant que principe, celui-ci n'est pas rien. Le principe est lui-même quelque chose. Il est donc de ces choses qui suivent l'affirmation même du principe doivent avoir une raison. Quelle est la raison du principe de raison? Le principe lui-même nous enjoint de le demander. Mais d'un côté, nous nous raidissons contre cette façon d'interroger toujours plus loin, parce qu'il s'agit là, semble-t-il, en face du simple principe de raison, d'une question alambiquée, tirée par les cheveux. De notre côté, par le principe de raison lui-même, nous nous voyons contraints de demander la raison, en ce qui concerne lui-même et conformément à ce qu'il affirme. Comment sortir de cette perplexité? Nous sommes placés devant deux possibilités, également troublantes pour notre pensée. Ou bien le principe de raison est ce principe ou plus généralement quelque chose qui seul n'est pas touché par ce que dit le principe. Tout ce qui est de quelque manière a nécessairement une raison. En découlerait alors cette conséquence étrange au plus haut point que ce serait précisément le principe de raison, et lui seul, qui resterait hors de son propre domaine d'application. Le principe de raison demeurerait sans raison. Ou bien, seconde possibilité, le principe de raison a aussi une raison, et il l'a nécessairement. Mais si tel est le cas, il est à présumer que cette raison n'est pas seulement une raison parmi beaucoup d'autres. Nous pouvons nous attendre, au contraire, à ce que le principe de raison, quand il donne à ce qu'il dit toute sa portée, pousse au plus haut point, précisément pour lui-même, son exigence d'un fondement. La raison du principe de raison serait alors parmi toutes les raisons, la raison par excellence, quelque chose comme la raison des raisons. Mais où allons-nous si nous prenons au mot le principe de raison et que nous nous dirigeons vers la raison de la raison? La raison de la raison ne nous chasse-t-elle pas au-delà d'elle-même vers la raison de la raison de la raison? Où nous arrêterons-nous si nous continuons ainsi à questionner ou espérer encore trouver un fond? Si c'est par ce chemin que la pensée s'avance vers le fond, qui peut alors la retenir ou l'empêcher de tomber dans le fond? On voudrait donc faire ici une remarque en guise d'avertissement. Qui va au fond par un tel chemin court le risque d'y voir sombrer sa pensée. Il est possible que cet avertissement recèle une vérité profonde. Il peut aussi ne constituer qu'une faible défense contre l'exigence de la pensée. Étrange contradiction dans tous les cas, que celle du principe de raison, et de son fondement que celle du principe Satz, comme proposition de fond. Grundsatz. Dans une perspective, le principe s'étend de lui-même, on lui accorde crédit les yeux fermés. Dans une autre perspective, il semble précipiter notre pensée dans un abîme sans fond dès que, lorsqu'il s'agit de principe lui-même, nous prenions au sérieux ce que lui-même dit. C'est ainsi le principe du fond, de raison, qui projette aussitôt une étrange lumière sur le chemin du fond et qui fait ressortir que, si nous abordons les assertions de fond et les principes, nous mettons le pied dans une région étonnamment crépusculaire, pour ne pas dire périlleuse. Cette région est bien connue de maintes penseurs, bien qu'à juste titre, ils en parlent peu. Pour nous, qui en sommes encore à faire les premiers pas sur le chemin du principe de raison, pour nous qui sommes étrangers à la dite région, ce pourrait être une aide de savoir quelque chose de ce peu. En examinant le principe de raison, nous nous garderons donc aussi bien de prétentions prématurées et excessives que du petit courage de gens fatigués de penser et vite satisfaits. On sait que Descartes voulait asseoir tout le savoir humain sur une base inébranlable, fundamentum inconcussum, et commençant par douter de tout, et en admettant comme connaissance certaine que ce qui se présente à nous clairement et distinctement
À propos de la méthode cartésienne, Leibniz observe que Descartes a omis de préciser en quoi consiste la clarté et la distinction de la représentation, qualité qui avait pour lui la valeur de principe directeur. Suivant Leibniz, Descartes à cet endroit a trop peu douté. C'est pourquoi Leibniz écrit dans une lettre à Jean Bernoulli du 23 août 1696 Sed ille dupliciter peccavit nimis, dubitanto nimis facile addubitatine distendendo. Mais il, Descartes, a penché doublement en doublant avec excès et en cessant trop facilement de douter. Que nous apprend ce jugement de Leibniz pour le voyage vers le fond et pour le séjour dans la région des assertions de fond et des principes? Deux choses sont à la fois requises, la hardiesse de la pensée et la retenue. Mais chacune des deux a bon droit. C'est pourquoi au 4e chapitre du 4e livre de la métaphysique, où il traite de ce que l'on appellera plus tard le principe de contradiction et son fondement, Aristote observe Est égar apedevouia, toni gignoskin, tinon, ve, xitin, apodextin, chie, theon, ou, ve. C'est manquer de pédia, éducation en grec, que de ne pas savoir pour quelle chose il faut chercher une preuve et pour lesquelles il ne le faut pas. Il ne peut traduire le mot grec pédéa encore à demi vivant dans notre terme savant pédagogique. Il évoque ici l'esprit éveillé, prêt à discerner chaque fois ce qui convient et ce qui ne convient pas. Que nous apprend la remarque d'Aristote, à qui se rend dans la région des principes? La rationalité est nécessaire s'il ne doit ni les tendre à l'excès ni les sous-estimer. La pédéia, autant dire le don de discernement entre ce qui, face à des situations simples, est approprié et ce qui ne l'est pas. Si nous pouvions méditer davantage les remarques de Leibniz et d'Aristote, nous verrions alors tout ce que soulève de doutes et de questions l'opinion courante, d'après laquelle les principes premiers et les principes suprêmes devraient être immédiatement évidents, clairs comme le jour, simplement reposants pour la pensée. Le poète Novalis, qui était en même temps un grand penseur, en jugeait différemment. Il dit dans un fragment Minor 3, page 167, Wastmuth 3, numéro 381. Est-ce que par hasard le principe suprême inclurait le paradoxe suprême se posant à nous? Serait-il un principe qui ne nous laisse absolument aucun repos, qui toujours attire et repousse, et redevient toujours inintelligible, si souvent qu'on l'ait déjà compris, qui sans cesse aiguillonne notre activité, sans jamais la fatiguer, sans jamais devenir habituel, suivant d'anciennes légendes mystiques, Dieu est, pour les esprits, quelque chose de semblable. Que nous apprend ce propos de Novalis? Ceci, que la région des principes suprêmes est probablement très différente de ce que la doctrine reçue touchant l'évidence immédiate des premiers principes voudrait qu'elle fût. En toutes circonstances, nous utilisons le principe de raison, nous nous y conformons. Il est notre bâton et notre appui, mais en même temps, à peine pensons-nous à lui pour rechercher son sens le plus propre, qu'il nous précipite dans un abîme sans fond. Suffisamment d'ombre, comme on le voit, recouvre déjà le principe de raison. Si nous maintenons qu'il n'est pas une proposition quelconque parmi les autres propositions, l'ombre aussitôt devient plus épaisse. Le principe de raison est reçu comme principe. Suivant notre affirmation, il doit être la proposition de toutes les propositions. Ce qui, poussé à l'extrême, revient à dire la proposition, le principe de raison est la raison des propositions.
La proposition de raison est la raison de la proposition. Demeurons tranquilles un instant pour le cas où nous trouverions un accès à ceci. La proposition de raison. La raison de la proposition. Ici, quelque chose revient sur soi, quelque chose s'enroule sur soi, et pourtant ne se ferme pas, mais en même temps se libère par son enroulement même. Nous sommes ici en face d'un anneau vivant, semblable à un serpent. Ici, quelque chose se saisit soi-même à sa propre extrémité, et nous rencontrons un commencement qui est déjà un achèvement. La proposition de raison en tant que raison de la proposition, cet échange-rapport bouleverse nos représentations habituelles. Il n'y a là rien qui doive nous surprendre à supposer que la confusion qui nous apparaît maintenant ait une origine authentique. À vrai dire, on pourrait le contester et faire valoir que la confusion provient uniquement de ce que nous jouons sur les mots Grundsatz qui composent l'appellation du principe de raison. Il n'est plus question toutefois de jeu de mots, dès lors que nous sommes ramenés à la formulation latine du principe de raison. Nihil est sine ratione. Mais quel est le titre latin correspondant? Leibniz dit Principium rationis. Que veut dire ici principium? La meilleure façon de l'apprendre est de le demander à Christoph Wolff, le plus influent disciple de Leibniz, qui a donné le mot principe dans son ontologie la brève définition suivante. Le principe est ainsi ce qui constitue en soi la ratio d'une autre chose. Le principium rationis n'est donc rien d'autre que la ratio rationis, le fond du fond, la raison de la raison. Le titre latin du principe de raison, lui aussi, nous plonge dans la même confusion, dans les mêmes complications, la raison de la raison. La raison revient sur elle-même, ainsi que l'annonçait déjà la proposition de raison entendue comme raison de la proposition. Que le titre soit donc allemand ou latin, sa forme n'est pour rien dans le fait qu'en suivant le principe de raison, nous ne pouvons aller droit devant nous, mais sommes aussi entraînés dans un mouvement circulaire. Car il reste encore à bien considérer que le titre allemand Der Salz vom Grund est tout autre chose que la traduction littérale du titre latin Principium rationis, même si, au lieu de Stats vom Grund, nous disons exactement Grundensatz vom Grund. Ni le mot Grund, en effet, n'est la traduction littérale du mot ratio, ni le mot Grundsatz n'est celle du mot principum. Que Stats et le principium nous déconcertent déjà par leur simple nom, avant que nous ayons si peu que ce soit pensé à leur contenu, voilà qu'ils appartiennent précisément à l'énigme du principe de raison en tant que principium rationis. Ce ne sont pas les appellations qui sont énigmatiques, comme si nous pouvions jouer futilement avec leurs termes. L'énigme du principe de raison réside en ceci que la proposition ici examinée, à la dignité d'un principe, est en repli le rôle en tant que cette proposition même qu'elle est. La tradition du principium par le terme nouveau Grundsatz n'est devenue usuelle qu'au début du XVIIIe siècle. C'est là, semble-t-il, un événement minime relevant de l'histoire de la langue allemande. D'autres mots devenus courants, par exemple Absicht pour intentio, Ausdruck pour expressio, Gegenstand pour objectum, Dasein pour prosentia, n'ont été créés, eux aussi, qu'au XVIIIe siècle. Qui n'ira que ces mots allemands soient d'une bonne venue? Aujourd'hui, plus rien ne vient, il ne se forme chez nous. Pourquoi? Parce que nous manquons les possibilités d'un commerce de pensée avec la tradition qui nous éveille et nous aide, parce qu'au lieu d'un pareil commerce, nous livrons notre langage au procédé des machines électroniques à penser et à calculer.
Ce dernier événement va conduire la technique et la science contemporaine à des méthodes entièrement nouvelles et aussi à d'immenses succès. Méthodes et succès qui vraisemblablement mettront fin à la pensée méditative comme à une chose utile et donc en conséquence, on peut fort bien se passer. Dans la signification du latin principium, on ne retrouve rien immédiatement de ce que dit notre terme Grundsatz. Cependant, en philosophie comme dans les sciences, le terme principium, Prinzip et Grundsatz sont employés distinctivement comme synonymes. On peut leur adjoindre leur terme axiome qui est d'origine grecque. On parle des axiomes de la géométrie. Dans les éléments, Euclide note des groupes d'axiomata. Pour lui, par exemple, c'est un axiome que la proposition « tout ce qui est égal au même est égal en soi ». Les mathématiciens grecs ne comprenaient pas les axiomes comme des principes. Ce qu'ils entendaient par axiome ressort de la définition qu'ils donnent aux mots. Les axiomata sont des signes engiae. Platon emploie volontiers le mot enia, qui veut dire vue incisive, pénétrée du regard, à savoir par l'œil spirituel. La définition d'axiomata par shine enie est habituellement traduite par représentation communément admise. Leibniz, en certain sens, est encore fidèle à cette interprétation de l'axiome, mais à vrai dire, avec cette différence essentielle qu'il définit l'axiome comme une proposition. Axiomata sunt propositione quoab omnibus pro manifestis habentur es. Leibniz ajoute et attente considerata ex terminis constant. Les axiomes sont des propositions qui par tous sont tenues pour manifestes. Considérées attentivement, ils ressortent de leur terme même. Le principe de raison, le Grundsatz vom Grund, est un tel axiome pour Leibniz. Il est essentiel d'observer que les principes et les axiomes ont le caractère de propositions. Ils sont les propositions suprêmes. Pour autant que, lors de la dérivation des propositions, les unes et les autres, dans les démonstrations et les raisonnements, leur proposition est de quelque manière supérieure. Aristote connaît déjà ce qui rentre dans le domaine des axiomes, mais jusqu'à présent, nous manque encore une explication suffisante des vues plus profondes qu'Aristote développe sur l'essence de l'axiome. Non pas directement, sans doute, mais indirectement. Il le fait en rapport avec le passage déjà mentionné, où il traite du principe de contradiction. À quoi tendent ces remarques sur les termes d'axiome? Le de principe Grundsatz. À nous rappeler que, depuis longtemps, ils sont employés, les uns pour les autres en philosophie et dans les sciences, bien qu'ils appartiennent à des domaines différents de représentation. Et pourtant, il faut bien qu'ils soient synonymes, ne fût-ce qu'à la façon de termes usés. Autrement, ils ne pourraient servir à la traduction des uns par les autres. Le grec axioma est dérivé de axio. J'estime quelque chose. Seulement, que veut dire estimer quelque chose? Nous autres modernes avons vite fait de répondre. C'est estimer, c'est priser quelque chose, en apprécier la valeur. Mais nous voudrions savoir ce que les Grecs entendaient par estimer. Axion. Il nous faut considérer quel peut être le sens d'estimer tel qu'il a été pensé par les Grecs, car ceux-ci ne connaissaient ni la notion d'appréciation ni le concept de valeur. Que veut dire estimer quelque chose au sens où les Grecs pensaient le rapport originel de l'homme à ce qu'il est? Estimer veut dire faire apparaître une chose dans la considération, ansehen, où elle se tient et l'y conserver. L'action montre ce qu'il se tient en la plus haute considération, et cela non pas en vertu d'une appréciation venant de l'homme et décernée par lui. Ce qui se tient en la plus haute considération apporte de soi-même ce regard et cet égard.
pareille considération repose dans l'aspect Hansen qu'elle-même présente. Ce qui, de soi, se tient en plus haute considération ouvre au regard une échappée. Auschwitz, vers cette attitude dont l'aspect est tel qu'à partir de lui, toute autre chose, à tout moment, reçoit son aspect et possède sa considération. Simple en soi est le sens caché de ce à quoi renvoie l'axiome tel que l'ont pensé les Grecs. Nous ne pouvons, il est vrai, le saisir qu'à grand-peine. La raison principale en est que, depuis longtemps, nous sommes habitués à entendre l'axiome au sens du principe et de la proposition de fond, façon de le comprendre qui en outre a trouvé un appui dans la conception grecque, mais tardive, des axiomes comme proposition. Seulement le latin principium, lui non plus, ne dit encore rien immédiatement de ce qui nous parle dans le grec axioma, principium id quod primum cepit. Ce qui le premier a pris, a saisi, et qui détient donc la chose première, est ainsi hiérarchiquement à la première place. Dans le latin principium, rien non plus ne s'entend de ce que dit l'allemand Grundsatz, proposition de fond. Pour retraduire Grundsatz en grec, il faudrait dire hypothésé, terme employé par Platon dans un sens qui est essentiel à toute sa pensée. Il n'est pas, à vrai dire, synonyme de notre mot savant hypothèse. Il ne désigne pas une supposition qui n'a pas encore été démontrée. Hypothésé veut dire ce qui est déjà au fond d'une chose et qui à travers elle est déjà toujours apparu, même si nous autres hommes ne l'avons pas aussitôt ni toujours expressément remarqué. Si nous réussissons à l'entendre l'allemand Grundsatz comme un pur écho verbal de hypothèse platonicienne, le mot Grundsatz acquerrait une autre tonalité et un autre poids. Notre examen du principe de raison trouverait aussitôt un sol et un autre fondement.